Hello, bon, du coup, je vous fais pas un live pour parler de ce sujet qui me tient un peu trop à cœur. J'ai peur de partir dans tous les sens ou d'être submergée. Voilà, pour la présentation de mes livres et de la boxe, je vous ferai des lives, mais c'est vrai que pour ce sujet, voilà, j'ai pris quelques notes et je vais vous expliquer donc l'histoire de mon entreprise. Donc avant, moi, j'étais commerciale dans l'optique et il y a 2 ans. Donc mon petit avait à peine un an, oui, à peine un an. J'ai commencé à me sentir mal, vraiment dans tous les sens du terme. J'avais des petits maux physiques. Je ne vais pas expliquer ce que j'ai eu physiquement parce que c'était des petites choses qui m'alertaient, mais par exemple, trouble de la vision, des petits acouphènes. Voilà, en fait, j'avais plein de petites alertes comme ça et énergétiquement, je me sentais vraiment pas bien. Donc, je me sentais pas bien énergétiquement d'un coup. Euh, Voilà, je sentais que quelque chose de lourd, il y avait quelque chose de lourd. Et voilà, j'ai eu une fois un vertige. Donc, je sais que la plupart des gens, quand ils vont avoir un vertige, ils vont se dire, bon, bah, j'ai pas mangé assez de sucre, j'ai pas bien mangé, j'ai pas assez mangé. Mais moi, j'avais l'intuition, vraiment l'intuition qu'il y avait quelque chose de grave. Je l'ai senti vraiment comme une alerte vitale. Et donc, j'ai été voir des médecins, j'ai été aux urgences. Quand j'ai eu un problème à la vision, pardon, j'ai eu une aura ophtalmique, je ne savais pas ce que c'était. En fait, c'est vous avez du blanc, comme beaucoup de lumière dans le champ de vision et vous ne pouvez pas voir à un certain endroit. Vous avez beau tourner, il y a un endroit où vous ne voyez pas. Ça fait vraiment très peur. Et bon, bien sûr, les médecins m'ont dit, mais c'est rien, madame. Ils m'ont fait des prises de sang, ils m'ont fait des tests, lever les bras, machin. Ils m'ont dit non. Voilà, il me disait tout va bien. Après, j'ai eu un vertige quelques jours après, hein, et pareil, j'ai été voir un médecin qui m'a dit non, non, il m'a fait des tests. Il m'a dit bah, tout ce qu'on peut faire, c'est une, une IRM cérébrale. Ok. Et la dame d'avant aussi m'avait dit ça quand j'avais été aux urgences pour les auras ophtalmiques, enfin l'aura ophtalmique. Elle m'avait dit tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment si vous voulez, parce que j'insistais à dire non, non, faites plus, il y a quelque chose. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est une IRM cérébrale. Ok. J'ai tout été vérifié. J'ai été voir un ophtalmo, j'ai été voir un médecin généraliste pour faire d'autres choses. Lui, il soupçonnait peut-être une sinusite parce que j'avais aussi des tensions. Euh, J'avais vraiment mon corps qui était en alerte sur des petites choses, hein. C'était rien de grave, mais c'était des petites choses partout. J'étais pas bien et surtout ce sentiment intérieur que c'était très grave. Mais vraiment ce sentiment, c'était horrible, c'était vraiment très étrange. J'avais mon petit, je me disais non, faut pas qu'il m'arrive quelque chose. Il a même pas un an, j'ai attendu. Ça fait des années que je veux un enfant. Euh, Là, voilà, j'ai mon bébé, c'est pas possible, on peut pas. Je sentais vraiment que c'était vital, en fait, j'avais l'impression que le sentiment que j'allais mourir, tout simplement. Je sais pas d'où c'est venu. Et à force de voir des médecins, j'en ai vu plein, hein. J'ai vu plein de médecins et différents. J'ai même vu un dentiste. Je me suis dit des fois les dents, je sais pas, c'est relié à la tête, je sais pas. Et, euh, et du coup, c'est là où j'étais vraiment déprimée. Vraiment, je commençais à être pas bien. Déjà, avoir des mots de partout tout le temps, c'était fatigant physiquement. Et moralement, de se dire tout le temps, en fait, j'avais une voix dans ma tête vraiment qui me répétait, voilà, l'émotion vient. Et donc, j'avais une voix dans ma tête qui me répétait vraiment en boucle, il y a quelque chose dans ta tête qui va péter. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je savais même pas ce que c'était qu'un anévrisme. J'avais entendu rupture d'anévrisme, mais anévrisme tout court, non, parce qu'en général, on ne le détecte pas. Et moi, je pensais AVC. Je sais pas pourquoi je pensais à un AVC alors que ça peut être pas un AVC, mais voilà, je me disais peut-être que j'ai ça, j'ai un truc au cerveau, je sais pas. Et du coup, ça n'allait pas du tout dans ma tête. Et quand on va pas bien dans ces, quand on n'est pas bien, euh, l'entourage ne peut rien faire. On a beau crier à l'aide, voilà, certains comprennent, d'autres comprennent pas, mais quoi qu'il en soit, on est seul face à la maladie, à la dépression, on est seul. C'est pas la peine de compter sur les autres. Et du coup, voilà, ça n'allait pas. Et c'est là que je me suis dit, bon, ok, il n'y a que moi qui peux m'aider, donc qu'est-ce que je vais faire? Je sais que mon taux vibratoire, il est très très bas.
Voilà, mon taux vibratoire est très très bas. Je dois le faire remonter vite parce que ce soit physiquement, mentalement, tout ne va pas. Donc, il faut que je le fasse remonter très très vite. Et la seule chose, j'ai pensé tout de suite à la gratitude, tout de suite. Je me suis dit, la seule chose qui peut augmenter mon taux vibratoire, je l'avais appris voilà, il y a des années. Et c'est l'énergie la plus puissante qui est, l'amour et la gratitude. Mais la gratitude, c'est vraiment très très puissant. Et du coup, j'ai pratiqué la gratitude. Et là, vraiment, moralement, ça allait beaucoup mieux. D'ailleurs, il y avait l'anniversaire de mon fils, bah, il allait fêter ses 1 an quelques jours après, voilà, que je me sentais déjà mal. C'était fin octobre. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, ça va faire 2 ans pile. Alors, j'avais pas prévu de faire cette vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui, en regardant mon agenda, ça fait 2 ans pile. Donc voilà, je sais que j'aurais eu des pensées qui auraient enchaîné, bah, comme je vous parlais des neurosciences, ça aurait entraîné d'autres pensées négatives. J'aurais repensé à ce qui m'arrive en ce moment, que le fait que j'aille pas bien. Je me serais dit, oh là, c'est la cerise sur le gâteau, il manquait plus que ça. Enfin, j'aurais eu des pensées comme ça, je le sais. Et le fait d'avoir pratiqué la gratitude, je m'en foutais. Mais alors, elle m'a dit ça, ok, je pars. On va chercher des gâteaux à Leclerc en tête de smiley et des petits, et des petits gâteaux à côté, des petits financiers. Je sais plus comment on appelle ça, les macarons. J'ai pris voilà, des choses comme ça. Et ça allait très bien, c'était pas grave. Et je suis sûre que c'est parce que j'avais pratiqué la gratitude quelques jours avant. Et en fait, le fait d'avoir pratiqué la gratitude, vraiment, vraiment, dans ma tête, ça allait beaucoup mieux. Et je me suis pas seulement dit, je l'ai fait vraiment avec le cœur. Je me suis dit, mais c'est déjà bien de vivre, c'est déjà bien d'avoir un enfant. Alors je vous garantis que, en fait, tous les soirs, quand je m'endormais, je savais pas si En fait, tous les soirs, je ne savais pas si j'allais me réveiller le lendemain. Euh, Vraiment, hein, je soupçonnais vraiment un truc vital. Et, euh, et quand je me suis réveillée le jour des 1 an de mon fils, oh, mais j'étais tellement contente d'être en vie. Je me suis dit, ah mais génial, au moins je peux vivre ce jour-là, merci, merci, c'est super. Et donc voilà, et je remerciais vraiment pour des choses que j'avais vraiment, je me disais pas pourquoi je vais remercier. Non, gratitude, mais c'est génial d'être en vie, c'est génial de pouvoir voir le ciel, de pouvoir voir les arbres, d'être avec sa famille. Alors j'étais collée à ma famille tout le temps, vraiment. Là, ma famille, déjà que je suis très famille, mais alors là, j'étais collée à ma famille tout le temps et surtout, j'étais, je pouvais pas rester seule, je voulais pas rester seule, moi ou moi avec mon fils. Parce que j'avais peur que quelque chose pète dans ma tête, puisque ma petite voix là que j'essayais de faire taire avec toutes les techniques que je connaissais, ça marchait pas. Ma petite voix arrêtait pas de me dire il y a quelque chose dans ta tête qui va péter et je le sens. Alors non, l'ordre c'est j'ai pratiqué la gratitude. Voilà, j'ai commencé à pratiquer la gratitude, ça allait déjà mieux. Et après, c'est l'IRM que j'ai eu avant l'anniversaire de mon fils. J'ai eu l'IRM. Et donc j'y vais, je vais à l'IRM. Alors déjà moi, passer un IRM, je suis un peu claustro, un peu, voilà. Et je déteste tout ce qui est médical. Ça me fait stresser le fait qu'on de pas gérer en fait ce qui m'arrive, ça me fait stresser. Rentrer dans une machine, ça me fait stresser. Donc déjà rien que l'IRM, c'était une épreuve. En plus c'était à cette période-là, donc c'était le soir, il faisait nuit, voilà, l'ambiance n'était pas au rendez-vous. Et du coup j'y vais, je passe l'IRM, déjà voilà, je passe l'IRM, je rentre chez moi. Ils me disent voilà on vous recontacte dès qu'on a les résultats. Et je rentre chez moi et j'étais déjà heureuse d'avoir passé l'IRM. Pour moi, une grosse épreuve venait d'être passée. Je me suis dit, ah, ouf, déjà j'ai passé l'IRM, c'est déjà bien. Et j'arrive chez moi et là, la secrétaire m'appelle en me disant, voilà, vous venez de passer un IRM, le, le médecin veut que vous reveniez tout de suite. Il faut qu'on vous parle, il faut que vous veniez tout de suite. Bon, bah alors là j'ai compris qu'il y avait quelque chose. J'ai baissé les yeux, j'étais avec ma mère parce que je venais de lui dire ça y est, j'ai passé les REM. Voilà, je reçois le coup de téléphone, je la regarde, je baisse les yeux, je lui dis bon bah il faut que j'y aille. Et moi je sais que quand j'ai des chocs comme ça, je suis très très émotive, donc en fait je suis en dissociation tout de suite. Tout de suite j'arrête de penser, je ne ressens plus rien, je suis hors de moi, je suis hors de mon corps. Ça s'appelle la dissociation. Et tout de suite c'est ce que j'ai fait. Je pouvais pas me torturer le cerveau à essayer de savoir ce qui allait tout le chemin jusqu'au centre de radio. Donc j'ai pensé à rien et j'y suis allée, tout simplement. J'ai pensé à rien du tout. J'y suis allée, arrivée.
Donc arrivé là-bas, il me dit asseyez-vous, je vais vous parler, rien de grave, ne vous inquiétez pas. Donc merci, c'était déjà sympa de me dire ça comme ça. Et il m'explique tout va bien dans votre cerveau, tout va bien. Il y a juste un tout petit truc, on a détecté un anévrisme. Il me dit est-ce que vous savez ce que c'est qu'un anévrisme? Et moi en fait j'avais l'impression que j'étais pas là. Et même lui il me disait ça va? Parce que j'étais pas là, je lui disais non. Et il m'a expliqué, il m'a fait un dessin, donc il m'a expliqué un anévrisme. C'est, je ne vais pas vous dessiner, mais c'est une artère, on a plein d'artères, et dans une artère, au lieu qu'elle soit droite, hop, ça fait une petite déviation, un petit, euh, je ne sais pas comment dire, une petite bulle en fait sur l'artère, et après elle repart. Et en fait, le sang circule dans cette bulle et il repart, voilà, ok. Sauf qu'à force de passer dans cette faille, si elle fait une petite déviation comme ça, une petite bulle, c'est elle est faible à cet endroit-là. Et donc le flux sanguin l'affaiblit en fait et ça a fait une petite bulle. Je sais pas comment dire une petite bulle. Non, c'est pas une bulle en fait. Vous voyez, au lieu d'être droit, hop, ça fait comme ça et ça repart. Et du coup, le sang il passe dans cette bulle et à force de passer avec la pression, bah, ça peut péter. Donc voilà. Alors il me dit ne vous inquiétez pas. Euh, il y en a qui c'est déjà une chance qu'on l'ait découvert, puisque normalement ça ne se détecte pas. En général, bah, c'est à la rupture d'anévrisme qu'on sait qu'il y avait un anévrisme, parce qu'on ne fait pas d'examen. Voilà, donc déjà j'ai bien fait d'écouter ma petite voix et mon instinct, parce que l'anévrisme il était déjà bien gros. Et de toute façon, voilà, il y a des petits anévrismes qui peuvent péter, des gros qui peuvent pas péter. On ne sait pas en fait avec l'anévrisme. On peut l'avoir depuis la naissance, on peut en avoir un qui ne pète jamais. Voilà. En général, quand vous passez 60 ans, il vous laisse avec parce qu'il y a plus de risques à l'opération qu'autre chose. Il me dit, vous êtes jeune, je pense que le neurologue va proposer une opération. Il y a plusieurs techniques. Alors moi, je parlais plus, j'étais plus là. Opération au cerveau. Ok, alors je pensais qu'on allait m'ouvrir. Il me dit, il va y avoir 2 anesthésies. Anesthésie, je supporte pas ça. Donc, parce qu'ils vont faire une artérographie pour passer quelque chose dans l'artère, une tige dans l'artère, enfin quelque chose pour aller injecter un produit et bien voir au scanner euh, où il est, par où ils vont passer pour l'opération. Ok. Et, euh, et après, bah, il y a l'anesthésie générale de l'opération. Donc voilà, donc il me dit tout ça. Et il me dit alors surtout, je vous laisse un numéro. Et donc il me note le numéro et il me dit surtout si vous avez mal à la tête d'un coup, mais vraiment beaucoup, vous appelez ce numéro. Il me dit, dans ses yeux, j'ai compris la douleur que ça pouvait faire. Et il m'a dit, ça fait très mal quand ça pète. Donc en général, on tombe par terre, tellement que ça fait mal sous la douleur. Donc voilà, donc ok. Je repars avec ça, avec en tête que, de toute façon, je l'avais déjà en tête, que je pouvais partir à tout moment. Mais là, c'était concret, quoi. C'était, voilà, il y a quelque chose dans ta tête qui peut péter pour de vrai, à tout moment. Donc c'était vraiment compliqué. Et en plus, ça peut faire mal. Donc souvent, j'essaie de chasser ça, mais j'imaginais un peu la douleur. Et, euh, et donc, du coup, c'est là, quelques jours après, qu'il y a eu l'anniversaire de mon fils. Et, euh, et bah, j'étais tellement heureuse de pouvoir me réveiller ce jour-là. Mais comme je vous dis, ça faisait déjà presque un mois que j'étais dans cet état-là où tous les soirs je me demandais si j'allais me réveiller. Parce que vraiment. Mais en fait, le fait qu'il me l'ait dit, alors ça m'a fait peur par rapport à l'opération. Mais d'un côté, bizarrement, ça m'a soulagée de savoir ce qui me posait autant de soucis. Et je vous assure que dès qu'il me l'a dit, la moitié des symptômes que j'avais ont disparu. Tous les signaux d'alarme ont disparu. Enfin, pas tous, la moitié, vraiment. En fait, ils ont tous baissé de moitié. Ils étaient encore là, mais beaucoup moins forts. C'était comme une libération. C'était vraiment comme si mon message avait dit ouh, c'est bon, elle a compris, elle a eu le message, c'est bon. Vraiment, je vous jure que là, c'était vraiment affolant et j'étais choquée par mon instinct. Vraiment, j'étais vraiment choquée. Euh, C'était incroyable de savoir qu'on reçoit des messages comme ça, qu'on est prévenu quand c'est pas notre heure, quoi. Et donc, du coup, voilà, après, il y a eu l'anniversaire de mon fils. Et donc,
En fait, il a marché le jour de son anniversaire, donc les un mois d'avant. Dès que je me préparais le matin, je faisais vite, parce que j'étais toute seule avec lui, je faisais vite pour me préparer et vite le déposer à la crèche. Ouf. Dès que je le déposais, j'étais contente, je me disais, il est en sécurité. C'est bizarre de dire ça, mais c'est ça. Je me disais, parce que j'avais peur de tomber avec lui dans les bras, en fait, dans la rue, ou j'avais peur de marcher avec lui et que je tombe et qu'il se retrouve tout seul dans la rue. Enfin, bah voilà, c'était très compliqué. Et puis après, donc du coup, quand j'ai eu l'IRM, le résultat, je, je, je mettais les résultats d'IRM sur le siège passager quand je conduisais parce que j'avais toujours encore, j'étais pas bien. J'étais pas bien, l'impression de manquer de quelque chose, avoir une lourdeur, dépression. Ça n'allait toujours pas très bien, hein, mais, euh, mais ça allait mieux quand même. Vraiment, la gratitude, c'est ce qui m'a, pour moi, c'est ce qui m'a relevé, c'est ce qui m'a sauvé. J'aurais pu vraiment, parce que quand j'étais pas bien au début, j'étais vraiment au bord du gouffre, au bord de la dépression. J'ai senti que je passais de la déprime à la dépression, parce que c'était récurrent du coup. Et c'est là que je me suis dit, non, non, remonte ton taux vibratoire, ça va pas du tout, hors de question que tu fasses une dépression. Donc, hop, gratitude, et vraiment, c'est pour ça que j'ai créé le journal de gratitude, c'est pour ça que c'est sorti. C'est l'histoire du journal, c'est ça, c'est que moi, ça m'a sauvée dans un moment vraiment très, très, très compliqué. Et donc, j'ai fait des pieds et des mains pour le sortir, ce journal, et que ça puisse aider les gens et que les gens connaissent cette pratique partout, même sans forcément acheter ce journal, mais au moins que ça fasse parler et que les gens connaissent cette pratique, surtout en France. Et donc voilà, donc du coup, je vous raconte l'histoire de après. Donc voilà, je vous disais, je laisse le papier à côté de moi parce que je me disais, si je suis en voiture dans les bouchons et que ça pète, au moins, si quelqu'un a la gentillesse de regarder le petit mot qui est à côté en sachant que j'ai un anévrisme, peut-être qu'ils vont prévenir les pompiers en disant, elle a un anévrisme et il a dû péter, voilà. C'est horrible, c'est horrible de vivre comme ça et de se dire, je peux, voilà, vous marchez dans la rue, ah, ça peut être là. Vous attendez dans une salle d'attente, ah, bah ça peut être là qu'on part. Vous roulez en voiture, bah là, ça peut péter. Et c'est vraiment une situation très compliquée dans la douche. Vous dites, bon, bah, voilà, ça peut être là. Ça peut péter là dans la douche. Du coup, j'avais toujours mon téléphone, moi qui emmenais mon téléphone ni dans la salle de bain ni aux toilettes. Je peux vous dire que maintenant, enfin, après ça, je l'emmenais partout. Vraiment, il était toujours posé pas loin au cas où que j'arrive à prévenir quelqu'un. Euh, c'est, c'est très compliqué à vivre parce que c'est vraiment vivre avec une épée Damoclès au-dessus de la tête. Donc voilà, ça c'était le. Et en plus, c'est vrai que inconsciemment ou un peu consciemment quand même, en fait, je me suis éloignée de mon fils et de mon conjoint et de mon chéri parce que je me disais, si je suis pas là, il faut qu'il se débrouille tout seul. Et avant ça, j'étais très dans le contrôle. Je contrôlais tout, vraiment trop dans l'excès. Mon fils, je faisais attention à tout. Ce qu'il voyait, ce qu'il entendait, ce qu'il respirait, ce qu'il mangeait, ce qu'il buvait. Enfin, vraiment tout. Je faisais attention à vraiment beaucoup trop de choses. Et, euh, et du coup, je laissais mon conjoint faire. Quand il fallait s'occuper de lui, je le regardais et je lui disais, bah fais, si je suis pas là, je veux que tu saches faire ça. Et je le reprenais tout le temps, je disais, non, ça, il faut le faire comme ça, il faut le faire comme ça. Je lui ai laissé tous mes codes de banque, des comptes importants, enfin des choses importantes. Je lui ai dit, voilà, s'il m'arrive quelque chose, tu as ça. Enfin, c'est vraiment préparer son départ, quoi. C'est vraiment, ça fait vraiment bizarre. Et je me suis détachée de mon fils un peu. Enfin, j'essayais d'être moins là, comme ça je me suis dit si je suis plus là, parce que l'opération, il y avait des risques, hein. Je vais vous raconter après le neurologue, mais il y avait des risques. Je me suis dit si je suis plus là, bah, au moins peut-être que le fait que je m'éloigne dès maintenant, il le sentira moins que je suis plus là. Donc voilà. Et après du coup il y a eu le rendez-vous avec le neurologue. Euh, et donc là, bah, forcément, il évoque tous les risques. Bah, forcément, c'est le cerveau, donc les risques, c'est les pires qu'on puisse imaginer. Je vais aller me moucher un petit peu. Donc non seulement il évoque tous ces risques, mais en plus, psychologiquement, d'aller se faire opérer alors qu'on n'a pas, on ressent pas, voilà, c'est pas comme si on me disait, on va vous réparer la jambe,
parce que j'avais la jambe cassée et douloureuse. Non, j'y vais saine en fait. Aller se faire prendre des risques alors qu'on est saine, qu'on est sain, c'est c'est vraiment très compliqué à prendre comme décision parce qu'il m'a dit, vous pouvez refuser cette opération, vous pouvez me dire non, laissez-moi tranquille, il y a trop de risques, je, je le garde et on verra bien ce qui se passe. Je refusais de vivre comme ça. J'ai pas voulu vivre avec ça. Déjà que je ne supportais pas là. Donc, continuer à vivre comme ça, non, c'était, vas-y, ça passe ou ça casse, on y va. Et puis c'est tout. Et de toute façon, je suis comme ça. Moi, je suis une fonceuse. Peu importe les risques, je fonce et on voit. Ça passe ou ça casse. Donc, donc voilà, je lui ai dit, on fait l'opération. Ok, l'opération. Et il m'a dit, je sais pas si c'était sympa, mais il m'a dit, je vous laisse passer les fêtes en famille et on fait ça début janvier. Bon, bah, ok. Ça veut tout dire. Les risques, c'était énorme. C'était énorme tout ce qu'il a dit. Déjà avant le rendez-vous, j'étais vraiment pas bien de se dire qu'on a un rendez-vous avec un neurologue. Tout s'enchaîne comme ça, alors que tout allait bien. Et d'un coup, tout s'enchaîne. Vous avez un anévrisme, allez voir un neurologue, il y a l'opération qui arrive. Ouh, c'est. Voilà, c'était très, très compliqué. Donc, à l'opération, ben voilà, j'y vais. Pareil, un petit peu en détachement. J'y vais, ok, ma famille m'accompagne, merci. Euh, je me retrouve toute seule. Et je me retrouve toute seule donc dans la chambre et je me fais opérer le lendemain à 6 heures. Il y a l'opération, donc on me lève à 5 heures du matin. Voilà, je me retrouve toute seule. Ils m'ont donné des cachets avant pour déstresser parce que comme c'est une opération au cerveau, ils donnent quelque chose pour déstresser, je crois, parce que je sais pas si pour les autres on fait ça. Mais psychologiquement, aller à une opération cérébrale, c'est compliqué. Donc voilà, je me retrouve à mettre la tenue, la tenue d'opération, hein. Et, euh, et là, on se retrouve toute seule devant le miroir à se dire, bon, voilà, c'est parti, quoi. On va bien voir ce qui se passe, hein. C'est un moment, c'est un moment essentiel de ta vie, mais voilà. Soit, soit ça passe, soit ça casse. Donc on y va, peu importe, il n'y a pas le choix, il fallait que j'y aille de toute façon. Dès que mon instinct me dit, il faut y aller, franchement, je n'ai pas cherché à comprendre, j'y vais, les yeux fermés, en détachement, et puis voilà. Du coup, bah, il y a eu cette opération. Donc l'opération en elle-même, ah oui, avant l'opération, 2 semaines avant, j'avais eu la fameuse artérographie. Alors l'artérographie, c'était aussi compliqué que d'aller à l'opération. Alors déjà, je suis arrivée tôt, ça devait être tôt le matin, il fallait être à jeun, ça devait être tôt le matin. Et en fait, comme ils n'ont pas arrêté d'avoir des urgences, si vous saviez le nombre de personnes qui arrivent pour des anévrismes qui ont pété, à chaque fois j'ai eu un rendez-vous, à part une fois, je ne suis jamais passée à l'heure parce qu'ils avaient des urgences. Ils avaient un hélico qui arrivait. Et donc, ils savent pas d'où ça vient, l'anévrisme. Bon. Et, et du coup, l'artérographie, en fait, ils vous endorment pas complètement. Ils endorment juste là où ils piquent, c'est au niveau de l'artère fémorale, au niveau de la hanche. Et ils font passer un tube en silicone enfin, ils sont passés par le cœur, ils sont arrivés jusque là. Et ils ont envoyé une injection comme on fait pour les scanners, mais là, plus précisément que dans le cerveau. Et il y avait une machine au-dessus de moi. Donc là, je n'étais pas enfermée, c'était une machine au-dessus de moi, une petite machine qui allait scanner au moment où ils m'envoient l'injection. Alors ils me disent, ne vous inquiétez pas, ça va vous faire bizarre, ça va vous faire chaud. Alors déjà, bon, bah, je m'inquiète, hein. Et ils me disent, allez, on y va. Un, 2, 3, ils m'envoient ça. La pire sensation que j'ai jamais eue. J'ai l'impression qu'il y a eu un flash dans mon œil, que tout a chauffé d'un coup, comme un coup d'électricité. Mon cœur, il a commencé à partir en cacahuète. Alors moi, j'intériorise tout, hein. Même s'il y a quelque chose, je vais pas crier. Au contraire, je vais mute. Hop, je ne dis plus rien. Et du coup, je dis, j'ai le cœur qui bat très très fort là. Et il regarde la machine, il me dit, vous sentez les fourmillements dans les bras, dans les doigts? Je me dis, bon, bah, quand on fait une crise cardiaque, c'est qu'on doit sentir les fourmillements avant dans les doigts. C'est bon à savoir, merci. Je dis non. Euh, il me dit, c'est rien. Alors, vous avez eu peur. Donc, il me dit, c'est rien, vous avez eu peur, c'est pour ça, vous avez paniqué. Gros coup de stress, ça va redescendre. Je dis, ok. Et qu'est-ce qu'il me dit? On va recommencer. Ah non.
Ah non, je lui dirais non, 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 vous pouvez pas baisser la dose, faire quelque chose. Je sais plus ce que je lui ai donné des options qui n'existaient pas. Il me dit non, non, on peut pas, vous inquiétez pas, on refait. Bah, ça me refait la même chose, mais du coup, moins parce que je m'y attendais à ce que ça allait faire. Donc j'ai quand même eu le cœur qui s'emballait, mais beaucoup moins. Donc voilà, ça c'était 2 semaines avant l'opération. Et il me montre, par contre, ce qui est génial, ce que j'ai bien aimé à ce rendez-vous, et quand même quelque chose de bien, c'est qu'à la fin, il me montre sur un grand écran mon cerveau en 3D. Incroyable, c'était magnifique, j'adore. Moi qui adore les neurosciences, j'étais servie. J'avais un cerveau devant moi en 3D et il me montre là où il y a l'anévrisme. Et il me dit, il est bien placé parce que il y a des endroits où on n'opère pas en France. Il y a des endroits beaucoup trop complexes à atteindre. S'il avait été dans un de ces endroits-là, on n'aurait pas pu opérer en France. Et si c'est une opération aux États-Unis, ça c'est mon généraliste qui m'a dit, parce que c'est arrivé à un de ses clients aux États-Unis, c'est 200 000 euros l'opération. Là, on est vraiment bien loti. En France, bah, c'est quasiment rien, quoi. Je crois que j'ai rien payé, je me souviens plus, mais c'est vraiment quasiment rien. Donc c'est vraiment génial. Et donc voilà, après, voilà, il y a eu la fameuse opération. Et là, je me réveille en salle de réveil. Je crois que c'est un des plus beaux moments. Parce que je me réveille, je compte mes doigts, je me dis, oh, je sais comment je m'appelle, je me rappelle de ma vie, je sais qui je suis. C'est génial. Là, c'était wouhou! En plus, je ressentais aucune douleur, j'avais l'anesthésie. C'était magnifique. Donc, l'un des plus beaux jours de ma vie. J'avais envie de danser, chanter, me lever alors que je pouvais pas. J'avais des cathéters, je pouvais pas plier la jambe parce qu'ils étaient passés par l'artère, je pouvais pas bouger les bras parce que j'avais des trucs là. Et j'étais quand même contente. Et pourtant, j'étais dans une salle de réveil. Donc forcément, il y a des gens qui crient, des machines qui sonnent dans tous les sens. C'était une grande salle de réveil. C'était un hôpital sur Paris. Donc, euh, donc voilà, moi j'étais la seule. J'avais l'impression d'être la seule heureuse. J'étais contente. Oui, tout allait bien. C'était génial. Euh, ils ont, le corps médical a bien pris soin de moi. Et c'est marrant parce que j'observais et je me disais, ils font quand même un métier incroyable. Je le voyais parce que je suis restée 2 jours, comme c'était quelque chose au cerveau. On ne sait jamais ce qui peut se passer, comment il réagit. Donc, voilà, fallait que je reste 2 jours en salle en surveillance. Et du coup, je voyais les allées et venues des professionnels, des infirmiers, des infirmières. Et vraiment, j'avais l'impression d'être en immersion dans leur métier. Je voyais leurs petites histoires entre eux, je voyais comment ils prenaient soin des autres, je voyais comment ça fonctionnait, leur travail. Et c'est marrant parce que enfin c'est marrant, c'était en janvier, il y a eu le Covid 2 mois après. Donc 2 mois après, on a beaucoup entendu parler de ce métier. C'est un métier incroyable. Franchement, ils donnent leur vie. C'est vraiment un métier où ils se donnent complètement aux autres, quoi. C'est magique. Après, il y a eu des choses pas très sympathiques, hein. Il y a eu des morts, hein, dans la salle de réveil. Il y a eu des histoires, il y a eu pas mal de choses. Mais moi, j'étais heureuse. J'étais contente. Et après, ils m'ont remonté au bout de 2 jours. Donc, voilà, ils m'ont remonté. Par contre, l'anesthésie a commencé à partir. Et là, j'ai eu des douleurs au cerveau inexplicables. Enfin, si au bout d'un moment j'ai trouvé à quoi ça pouvait ressembler, c'est comme si comme si on vous enfonçait la pointe d'un couteau dans la chair, dans la tête. C'était horrible, des pics. Et en fait, je sentais le flux sanguin passer. Et là où je pouvais lui dire exactement où il avait mis le stent. Je sentais exactement où ça pouvait faire mal. Et pourtant, il me soutenait que je ne peux pas sentir, c'est une artère. Dans une artère, il n'y a pas de nerf. Et je savais exactement où c'était. Je lui ai demandé après. Je savais que c'était là, au milieu de ces deux doigts là. Et je lui ai demandé après où c'était, enfin, qu'il me remontre. Et, je lui ai dit, c'est exactement là où j'ai la douleur. Je sais que c'est ça. De toute façon, une douleur comme ça, je ne peux pas l'inventer. Et, euh, et voilà, donc le flux sanguin. Il me disait, me prenez des médicaments. Non, alors moi qui prends même pas un Doliprane, je leur disais, non, non, je vais tenir, je vais tenir. Et après, j'ai eu une aura ophtalmique. Alors j'ai eu peur parce que je me suis dit, après une opération au cerveau, est-ce que ça va lâcher? Est-ce que c'est horrible, l'angoisse, c'est horrible. Et, euh, et du coup, j'ai supporté la douleur de toute l'après-midi jusque vers 2-3 heures du matin.
Et là, j'ai dit non, je veux bien un médicament en fait. Ils m'ont proposé un médicament à base de morphine. Non, je leur ai dit non, non, pas ça. Ils m'ont dit un Doliprane, ça va rien faire. Donc, parce que c'est qu'ils savaient déjà qu'il y avait des douleurs. Et bon, il s'avère que ça peut être des douleurs post-traumatiques, enfin des douleurs. Bon, franchement, c'était tellement physique la douleur que pour moi, c'était une vraie douleur. Et, euh, et du coup, je leur ai dit, donnez-moi la moitié de ce que vous allez me donner là, la morphine. Fort la morphine quand même. Moi qui prends jamais de médicaments, ça va me faire un effet. Wouhou. Et donc j'ai pris la moitié, j'ai pu dormir, mais, euh, mais j'étais vraiment pas bien. J'étais un peu. Quand je me suis réveillée, j'étais pas bien, j'étais lourde, j'étais sonnée. Et je pensais que c'était le médicament, sauf que je suis restée comme ça pendant. Parce que je suis restée comme ça pendant minimum 2 semaines. 2 semaines où j'étais une loque. J'étais. J'avais mal à la tête, vraiment très très mal. Je suis rentrée, hein, ils m'ont fait rentrer le lendemain. Donc je suis restée 5 jours, je crois, à l'hôpital en tout, je sais plus. Et, euh, et du coup, bah, je dormais même pas avec mon conjoint et mon fils, je dormais chez ma mère parce que quand mon fils criait, ça me faisait des douleurs, je pouvais pas. En fait, rien que de tourner la tête, ça me faisait tourner la tête, il fallait que je ne bouge plus. Et j'avais pas des mots bizarres, j'avais toujours ce mal de tête, mais j'avais plus autre chose à côté. Donc, voilà, je suis restée un peu à l'isolement, quoi, toute seule, enfin, chez ma mère. Et, euh, et après, j'ai repris le travail. J'ai repris le travail un peu trop tôt, je pense. Parce qu'au travail, ça a été. Mais là, je suis en train de vous raconter toute l'histoire, en fait, hein. Bon, bah, c'est pas grave. Au moins, je vous raconte, je fais ma thérapie, moi aussi. Voilà, voilà, je crée des livres thérapeutiques pour les autres. Bah, moi aussi, là, je fais ma thérapie. Donc après, voilà, j'ai repris le travail. Sauf qu'au travail, j'étais sur 2 écrans. J'étais commerciale dans l'optique sédentaire, donc au bureau. Et je répondais à des appels toute la journée. J'appelais des gens. Enfin, en fait, répondre aux appels toute la journée, c'était plus mon travail, mais voilà, on me demandait de le faire. Alors là, du coup, j'ai repris, mais à travailler sur 2 écrans, plus, euh, plus les appels, c'était horrible. Les mots de tête que ça me lançait, c'était incroyable. Et j'ai eu des problèmes, enfin des problèmes. Au travail, voilà, on ne me croyait pas, tout simplement. C'est incroyable, mais voilà, on ne m'a pas cru. Pas tous, hein, bien sûr, pas tous les chefs. Au contraire, il y a des chefs qui ont été d'un énorme soutien pour moi parce que ma propre famille n'a pas été aussi opérationnelle qu'eux, vraiment. Donc, super. J'ai eu 2 responsables vraiment parfaits, ils se reconnaîtront s'ils m'entendent. Donc, je leur dis merci parce que franchement, ils ont été d'un soutien moral très, très, très important pour moi. Donc voilà. Et par contre, il y en avait, voilà, il y en a d'autres chefs qui n'ont pas compris, qui disaient mais non, mais elle veut pas prendre les appels parce que c'est pas son travail soi-disant, donc elle veut pas prendre les appels parce que je leur disais que les appels ça me faisait mal. Et je vous ai raconté l'histoire sous un post où je vous ai dit que je m'étais du coup pris la tête avec une chef et parce que j'ai défendu ma santé, voilà. Peu importe ce qu'ils pensent, je m'en fous. Moi, je suis là, je sais ce que je sens. Voilà. Dieu est grand, hein, comme on dit. Voilà, qu'on soit croyant ou pas, tout est juste. Il y a un karma. Et donc, cette personne, bizarrement, quelques jours après, j'ai pas fait le lien tout de suite, hein. Quelques jours après, elle pouvait plus travailler au bureau parce que je sais plus ce qu'elle avait, elle était bloquée. Donc, elle s'est retrouvée, donc, elle s'est retrouvée dans la même situation que moi où, pour un problème de santé, elle ne pouvait pas assurer son travail. Donc, voilà le premier message qu'elle a eu. Et bon, je sais que voilà, ça parlait beaucoup derrière. Bon, ça au travail, on n'y échappe pas, hein. Les esprits bas, on n'y échappe pas. Mais c'est comme ça, c'est les esprits de bureau, hein, en général. Pas tous, heureusement, Dieu merci, mais quand même, c'est très général quand même. Tout ce que j'ai constaté. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Et par contre, 2 semaines après, elle s'est fait virer et on ne sait pas pourquoi. Vraiment, tout le monde a été sous le choc. Euh, on ne sait pas pourquoi cette personne s'est fait virer, cette personne qui était dévouée à cette entreprise, qui était le bras droit du patron, qui avait le patron au téléphone tout le temps. C'était quand même une entreprise assez conséquente, donc on était tous choqués, on n'a pas compris. Et moi, c'est après que je me suis dit, mais c'est le karma, c'est comme ça. Parce que moi, quand je me suis pris la tête avec cette personne, je me suis dit, écoute, je vais rien faire, je vais pas partir trop loin, je vais laisser la vie faire. Comme souvent, c'est ce que je fais d'ailleurs, c'est un conseil que je peux vous donner. Quand quelqu'un vous fait du mal, laissez la vie faire. Parce que si vous prenez en charge cette responsabilité de,
en gros faire un réglage karmique, de régler la situation par vous-même, de rendre ce qu'on vous a fait, la vie ne s'en occupera pas. Par contre, si vous laissez la vie faire, elle va s'en occuper et mieux que vous, vraiment avec des armes beaucoup plus puissantes. Donc laissez les choses faire, tout est juste, le karma, c'est génial. Donc voilà l'histoire du journal de gratitude. Et en fait, à la base, parce qu'il y a eu le confinement après. Donc moi, ça a été un soulagement parce que du coup, on a arrêté de travailler, on était chez nous, voilà, on était en chômage, je ne sais plus comment ils ont appelé ça, chômage partiel, voilà, je ne sais plus comment on appelait ça. Donc du coup, moi, le confinement, je sais que voilà, c'était une crise compliquée, mais moi, ça a été une bénédiction. J'ai jamais été aussi heureuse que j'ai jamais été aussi heureuse que pendant cette période, à part voilà, au début de la période où la peur s'est installée par rapport à ce virus, voilà. Mais après, le fait de se retrouver en famille, bah, moi qui venais de vivre une épreuve assez compliquée, là, la- enfin, le fait de vivre, pour moi, c'était génial déjà, de me réveiller tous les jours, c'était génial. Et j'avais déjà conscience de ça, hein, mais pas à ce point-là, pas au point de maintenant. Et du coup, pendant le confinement, moi, j'ai tout qu'à changer. Je me suis mise au sport, j'ai appris pas mal de choses. Bon, bah, je suis déjà, j'ai déjà un cerveau hyperactif, donc j'apprends pas mal de choses. Mais là, j'apprends encore plus de choses sur pas mal de sujets. Et je sais pas pourquoi un matin, je me suis réveillée avec l'idée de faire bah, des box. C'est là où j'ai eu l'idée. Mais je vous dis que c'était vraiment une révélation. Je me suis levée et j'ai eu l'idée parce que moi, j'aimerais devenir coach en développement personnel, donc j'aimerais aider les autres, j'aimerais donner toutes mes astuces aux gens. Et voilà, pourquoi pas par la suite. J'ai tellement de choses à apporter que je peux aider, je sais, puisque je le faisais déjà avec mes collègues, j'apportais pas mal de choses et je sais qu'ils retenaient beaucoup ce que je disais. Et ça les aidait. Même ceux qui faisaient semblant de ne pas entendre, ça les aidait. Voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, ce que je peux faire, c'est, pour changer un peu de schéma des coachs classiques, c'est créer une box par abonnement qui coach les gens sur tous les domaines que j'aime. Donc le développement personnel en priorité, la beauté, le bien-être, parce que c'est associé pour moi. Enfin, le bien-être, oui, mais la beauté, c'est pas évident pour tout le monde, mais je trouve que la beauté, c'est associé au développement personnel. L'écologie, parce que ça me tient à cœur et c'est bien de se sentir aligné, de faire des choses alignées avec la planète, avec la nature. Voilà. Et la spiritualité, parce que je suis extrêmement spirituelle depuis petite, vraiment, je suis voilà, limite à l'ouest. Voilà, je marche vachement à l'instinct, j'ai cultivé ça depuis petite et j'en ai conscience que voilà, je marche vachement à l'instinct, je suis très à l'écoute de ce qui se passe dans le monde invisible, on va dire. Je suis très connectée. Voilà, petite, j'avais des conversations avec des choses qui n'étaient pas là, et des vraies conversations d'adultes. Enfin, voilà, il y a une bonne base quand même. Et moi, j'ai jamais perdu ça. J'ai toujours eu conscience, même en grandissant, même à l'adolescence, j'ai toujours eu conscience de cette connexion qu'on a avec le monde invisible et qu'il y a bien des choses extraordinaires qui se passent. Voilà. Et du coup, donc, j'ai eu l'idée de créer cette box et j'ai voulu bah, mettre un journal de gratitude parce que je voulais absolument, comme je vous ai dit, faire découvrir la gratitude aux gens. Et je voulais absolument que ce soit en premier dans ma box, ce soit le premier objet que je mette en avant, pratiquer la gratitude et offrir donc un journal. Et j'ai cherché un journal et je n'ai pas trouvé de journal de gratitude. Et mon premier projet, c'était les box. Vraiment, j'ai travaillé dessus euh, jour et nuit, vraiment, pour comprendre comment ça fonctionne, comment je peux mettre ça en place. Ça a mis un an à arriver, hein, les box. Mais du coup, je devais créer ce livre, ce journal de gratitude que je voulais mettre absolument dans les box, parce que je voulais absolument faire découvrir ça. Et j'ai cherché vraiment sur tous les sites français, américains, j'ai tout cherché, j'ai pas trouvé. Bon, en fait, soit je me suis dit en anglais, bah, tout le monde ne parle pas anglais, donc il y en avait pas mal en anglais, mais soit la couverture ne me plaisait pas, soit les questions n'étaient pas toutes utiles, soit il y en a qui imposaient des morning routines, de faire des choses chaque jour. Moi, j'aime pas, j'aime la liberté. J'aime pas qu'on m'impose des choses, donc j'en impose pas. Vous verrez dans mes livres, j'impose rien. Moi, il y a le secteur morning routine dans le journal de gratitude. Vous avez votre morning routine où vous mettez ce que vous faites le matin, mais je n'impose rien. Mais par contre, ça vous suggère de faire quelque chose. Donc voilà, c'est psychologique. Et donc, comme je suis passionnée par les neurosciences,
psychologie, développement personnel, tout ça, je sais comment fonctionne le cerveau, je sais ce qui est bon de faire pour lui et je sais le cheminement neuronal qui est bon. Donc je me suis dit, je vais créer moi-même ce journal. J'ai mis énormément de temps parce que j'ai mis euh, sur fichier ce que je savais et après j'ai continué à chercher. Je fais toujours ça, je reprends depuis le début comme si je savais rien. Je me suis mis à chercher euh, ce qui était vraiment bon, j'ai lu encore plus de livres. Donc voilà, c'est que quelques questions, mais croyez-moi qu'elles sont mûrement réfléchies, même très très mûrement réfléchies. Et, euh, et du coup, je me suis lancée dans l'auto-édition, j'y connaissais rien. Et je voulais méditer, éditer, M apostrophe, éditer. Et au début, je voulais passer par un éditeur classique. Et j'ai compris que ça allait être compliqué. Parce qu'en fait, ils n'éditent pas les livres comme ça, les livres à remplir. Pour eux, il faut que vous soyez une personnalité publique déjà. Et en plus, si quelqu'un accepte de vous éditer, il a la main sur le journal et il va modifier tout ce qu'il veut. Il va modifier la couverture, le titre, ce qui est à l'intérieur, il modifie vraiment tout. Et une fois que vous lui donnez, c'est entre ses mains, vous ne pouvez plus rien modifier. Bon, à part exceptionnellement si vous avez des grosses modifications à faire, mais sur des détails, vous ne pouvez pas modifier. Une fois que c'est imprimé, c'est imprimé. Et vous n'avez pas connaissance des ventes. Ça veut dire que tous les 3 mois ou tous les 6 mois, je crois que vous avez un rapport de vente, mais sinon vous ne savez pas ce qu'il en est. En fait, vous le donnez, votre bébé. C'est ça qui me dérangeait le plus, c'est de donner. J'arrivais pas à l'envoyer en fait. J'en ai démarché des éditeurs et j'arrivais pas à appuyer sur le bouton pour l'envoyer. Donc, et j'ai découvert en me renseignant que je pouvais m'auto-éditer. C'est magnifique. Et j'ai découvert ensuite, parce qu'il y a plein de formes d'auto-édition, j'ai découvert ensuite Amazon. Amazon. Amazon qui aide énormément les auto-éditeurs. Alors c'est pas facile, j'ai appris énormément de choses. Moi je savais pas faire un document Word, voilà, je savais pas me servir plus que ça de Word. J'ai dû apprendre énormément de choses, rien que des sauts de page, des choses comme ça. Je savais rien du tout. Je connaissais pas les mentions légales, tout ce qu'il y avait, parce qu'on peut pas sortir un livre comme ça non plus. Il faut connaître tout ce qui est légal derrière. Et il y a pas mal de choses à savoir. Tout ce qui est mise en page, créer des couvertures selon les normes bah là en l'occurrence d'Amazon qui sont très 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 pointilleux. Et en plus c'est des normes américaines, alors c'est encore différent. Voilà, il y a pas mal de choses à savoir et j'ai tout appris toute seule. J'étais vraiment vraiment déterminée à le faire et vraiment mon moteur c'était ce journal peut aider quelqu'un, peu importe. Il faut faire ci, il faut apprendre ça, ok, il n'y a pas de souci, j'apprends, je fais. En 2 mois, il était sorti. Donc vraiment, rien n'est impossible, vraiment. Et ensuite, bon, bah, comme j'ai un cerveau hyperactif, en fait, j'ai toute une collection, 3 collections qui sont venues dans ma tête et elles sont énormes. La liste, elle est énorme. J'en ai beaucoup à faire et ça prend du temps, mais je vais les faire. Et du coup, en moins de, en moins de 7 mois, je crois que j'en avais déjà sorti une soixantaine de couvertures déjà. Et donc 10 livres en tout, je crois. Donc c'était déjà énorme, j'avais beaucoup travaillé dessus, beaucoup trop, donc j'ai levé le pied. Et après, donc je me renseignais en parallèle sur les box par abonnement. Et je voulais financer une formation qui était très chère. Mais je voulais absolument cette formation de box par abonnement pour pas faire de bêtises, pour me lancer en toute sécurité. Et en fait, à cause de mes maux de tête, parce qu'après il y a eu le confinement, mais après le confinement s'est arrêté, donc j'ai repris le travail. Et mes maux de tête, en fait, me rappelaient constamment, parce que pendant tout ce temps-là, j'avais encore mes vertiges, mes maux de tête, j'avais mes vertiges, mes auras ophtalmiques, j'étais pas bien, hein, j'étais encore pas bien, j'avais mes douleurs qui me lançaient. Je restais plus de 10 minutes sur un ordinateur, enfin sur un écran, même sur le portable. J'avais des douleurs incroyables, des douleurs aiguës à la tête. J'étais pas bien. Et c'est terrible parce que j'étais jamais bien. J'étais pas bien debout, j'étais pas bien allongée, j'étais pas bien avant de dormir. Et puis après, j'avais encore peur que, pardon, encore peur que l'anévrisme, voilà, on ne sait jamais, ça cicatrise mal, voilà, j'ai été surveillée. Il y a eu un traitement où j'avais des bleus partout que le sang soit bien fluide. Donc voilà. Donc bref, après j'ai quitté mon travail parce que j'aurais dit j'ai des maux de tête et les maux de tête que j'ai en fait me rappellent à chaque fois ce que j'ai vécu et ce que je vis encore et je le supporte plus en fait psychologiquement. Alors physiquement j'ai de la douleur, je rentrais chez moi, je pouvais même plus m'occuper du petit, la tête qui tournait, j'avais des maux de tête, c'était horrible. C'était vraiment horrible. Et puis le fait qu'on ne me croit pas au travail,
ça m'avait dégoûté. Donc voilà, je m'étais dit, je m'en fous, je pars, peu importe. Même si financièrement, je pouvais vraiment pas me le permettre, je m'en fous, je le fais. Et je l'ai fait. Et du coup, je suis partie et j'ai eu un petit peu d'argent. Et cet argent, je l'ai investi dans cette formation de boxe par abonnement. Et voilà. Et j'ai continué à cultiver donc cette boxe, à démarcher les marques, à mettre des choses en place, à les créer, déjà à créer les objets, enfin créer la liste des box, les objets que j'allais mettre dedans, ce que j'allais pouvoir apporter dans les magazines. Voilà. Et ce projet est né là, il y a, bah, c'était il y a 2 mois, je sais plus. Je sais plus exactement. C'était en septembre, octobre. C'était le 24 octobre. Donc voilà, j'ai lancé les préventes fin septembre et le 24 octobre, c'était la vraie campagne sur les réseaux. Et, euh, et donc voilà, j'ai lancé là et du coup, j'ai ça, plus mes livres à côté. Et, euh, et voilà, je regarde un peu mes notes. Moi, je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Et en fait, il y a que vraiment 2 mois. Ouais, ça fait vraiment 2 mois où j'arrive à sortir seule et je revis. Et j'arrive à ne plus penser à je peux partir maintenant. Sinon, c'était là pendant, ça va faire, c'était au début du confinement, donc ça va faire 2 ans, vraiment. En janvier, ça fera 2 ans. Je suis contente d'avoir parlé de tout ça et voilà, que vous sachiez un peu ce qui s'est passé parce que vraiment, Instagram, moi, j'ai jamais été réseaux sociaux et je me suis mise à créer mon premier compte sur les réseaux, j'avais 26 ans. J'avais 26 ans, donc voilà, vous savez, pour ceux qui me suivent, avant j'étais très, voilà, j'étais un peu sauvage, très sauvage même. J'étais quelqu'un de sauvage, voilà. Et le fait d'avoir créé cet Instagram là, avec toute cette énergie de bienveillance, d'amour, et voilà, en fait, le fait d'avoir eu cet anévrisme, ça m'a fait comme un déclic complètement. C'est pour ça que je dis souvent, on m'a rajouté une antenne et j'ai plus de connexion, j'ai l'impression, parce que vraiment, j'ai décidé d'être qui je suis. J'assume, je suis spirituelle. Avant, je l'assumais pas autant. Oui, je suis spirituelle, j'aime les choses spirituelles. Je le dis ouvertement. On me prend pour une folle. C'est bien, je m'en fous, ça m'importe peu en fait. J'assume qui je suis, j'assume ce que j'aime, j'assume ce que j'ai envie de véhiculer parce qu'avant, parler d'amour, parler de gratitude, d'aimer les gens comme ça, c'était pas du tout dans mon attitude. Enfin, je le disais pas, j'étais très réservée. Et là, j'assume qui je suis parce que j'ai fait une introspection pendant ce confinement. Bah, juste avant d'avoir eu l'idée, enfin quelques jours avant d'avoir eu l'idée des box, en fait, j'avais fait une introspection. L'introspection que vous allez retrouver dans les Key Vibes, en fait, tout ce qui m'a permis d'avoir cette illumination, de trouver ma raison de vivre, de trouver une activité qui est alignée complètement avec moi euh, et que je veux faire avec passion, et ben je l'ai trouvé en faisant une introspection, en lisant des livres. En fait, cette box, je veux qu'elle amène les gens au même déclic. C'est comme ça en général, quand on arrive à quelque chose, on a envie que les autres aussi y arrivent et on aime transmettre. Enfin, moi, je sais que j'aime transmettre. Je m'en suis rendu compte pendant cette introspection. Vraiment, voilà, tout ce que je mets en place, c'est les choses qui m'ont aidé en fait. Parce que la gratitude, c'est ce qui m'a aidé en premier. C'est le premier livre que j'ai sorti. L'introspection, c'est ce qui m'a aidé à trouver ce pourquoi je suis faite en fait. C'était vraiment une illumination pour moi. Donc je veux transmettre ça et je veux envoyer plein d'amour, voilà, parce que je me dis, on n'a qu'une vie, enfin on n'a qu'une vie, on le sait, mais on peut partir à tout moment. Là, c'était un anévrisme, ça peut être demain, ça peut être une crise cardiaque, enfin voilà, ça peut être pas mal de choses et on peut partir à tout moment, donc il faut profiter de la vie, dire aux gens qu'on les aime. Avant, je disais pas je t'aime, hein. Non, non, jamais. Ah non, non, j'étais vraiment très sauvage et ça a tout déclenché, ça a tout changé. Bon, mon fils aussi il m'a adouci par rapport à ça, mais non, je profite de la vie et je veux transmettre ça, qu'il faut profiter de la vie parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Euh, donc voilà, et surtout donner aux gens, donner, apporter à cette vie une part de nous utilement en fait. Donc voilà, et donc je disais, ça fait que 2 mois que j'arrive à sortir toute seule, à ne plus avoir peur de... Pour moi, aller au centre commercial avec mon fils, c'est magique, c'est incroyable. Parce que j'ai plus peur de tomber en fait
et de le laisser seul, quoi. C'était une peur incroyable. Ça, c'était le pire, je crois, la peur de partir à tout moment, tout le temps, surtout avec mon fils. Donc voilà, je vais pas remettre une couche, mais voilà d'où vient en fait toutes mes idées d'entreprise, enfin de projets. Il y en a d'autres qui arrivent. Et, euh, et voilà, donc mon histoire. Enfin, j'espère que c'était pas trop long et assez clair. Vous me poserez des questions. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses que j'ai mal exprimées. Si l'ordre n'est pas bon, voilà. Et encore, là, c'est enregistré. Un live, ça aurait été une catastrophe. Je le sais. J'aurais pleuré, je serais partie me moucher. Voilà. Donc, en tout cas, le fait d'avoir créé cet Instagram, ça m'a apporté énormément. Je pensais apporter beaucoup, mais en fait, ça m'a apporté beaucoup à moi aussi. Et merci parce que ça va faire, en fin décembre, ça va faire 1 an que j'ai créé cet Instagram. Et j'ai énormément de retours. Et je trouve qu'on crée une super communauté. On crée une belle communauté de solidarité féminine. Je reçois des messages tous les jours, mais vraiment tous les jours. Je sais que j'ai pas des millions d'abonnés, mais vous êtes très très actives. Mes stories, je vois qu'elles sont vues par beaucoup de monde. Et puis les messages, surtout, je reçois des messages vraiment quotidiennement, mais vraiment beaucoup de messages. Donc je suis trop contente parce que ça me remplit à chaque fois. Et moi, j'essaye du coup de rendre à chaque fois. Et je trouve ça génial. Je rencontre des femmes extraordinaires. Le groupe de DS qu'on a fait avec Patricia Moon, toutes les femmes que j'ai rencontrées, les femmes avec lesquelles je collabore pour mes box et les marques. C'est une aventure incroyable. Je suis vraiment trop contente. Donc merci. Merci beaucoup. Et ben voilà, l'émotion elle est repassée. Alors voilà, on l'observe, elle est mignonne. Et donc merci beaucoup, mais là c'est une bonne émotion. Donc merci beaucoup à vous, vous m'apportez énormément et j'espère vous apporter tout autant.